L'Aiguille, Radio HDR. L'émission de musique actuelle normande. Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons dans ce nouvel épisode de L'Aiguille, votre émission musiques actuelles de Normandie sur Radio HDR. Aujourd'hui, on va parler d'un endroit important de Rouen, un endroit de concert, un endroit de musique, un endroit qui soutient la création musicale, un endroit qui fête ses 15 ans ce mois-ci. Aujourd'hui, on va parler du 106. Ma première rencontre avec le 106 est un petit peu particulière et assez déterminante. Elle remonte à 2017. Je débarquais tout juste à Rouen sans connaître personne, à peine 18 ans et un peu perdu. J'ai vu sur un affichage, probablement à la fac, que Girls in Hawaii passait. J'étais fan, j'y suis allé. Tout seul. J'étais déjà allé voir quelques concerts quand j'étais ado, mais jamais seul, toujours accompagné au moins de mon père. Là, c'était un pas vers l'inconnu. Je me suis écrit mon itinéraire sur un papier, avec les horaires des bus pour rentrer, et je suis arrivé devant ce grand bâtiment. J'étais hyper impressionné et un peu intimidé. Et j'ai passé une soirée géniale. J'ai discuté avec des gens, j'ai kiffé mon concert, et à partir de ce moment-là, je suis retourné au 106 régulièrement, et c'est devenu un endroit que je connais, dans lequel je me sens bien. C'est vraiment un endroit qui m'a permis de me faufiler dans la vie rouennaise et qui a fait que je suis resté accroché à cette ville. Je suis donc naturellement très content de parler de l'anniversaire de ce lieu, et peut-être que cette émission vous donnera envie d'y glisser une oreille. Si vous souhaitez aller y faire un tour, je vous invite à le faire lors du week-end d'anniversaire, les 28 et 29 novembre. C'est gratuit et il reste quelques places. J'ai eu la chance d'avoir pu m'entretenir avec Wax Taylor, auteur, compositeur, musicien, producteur, artiste influent de l'électro-hip-hop, qui jouera au 106 pour leur anniversaire. Vous pourrez écouter notre entretien et je vais vous passer des morceaux d'artistes qui se produiront sur la scène du 106 pendant ces 2 jours, les 28 et 29 novembre. Pour commencer, voici le morceau To Dry Up de Wax Taylor. Outside the sky is black in the middle of July and stable nature, our behaviors. When the clouds apart, the leaves apart, then there's the drops and the curtains of pouring light. When the clouds apart, the leaves apart, then there's the drops. And
together, but in our school books. When the clouds are apart, the leaves are pop, then there's the drops and the curtains of pouring light. When the clouds are apart, the leaves are pop, then there's the drops and the curtains of pouring light. When the clouds are apart, don't wait for me, I will stay long under the sun to dry up, to dry up. Vous venez d'écouter To Dry Up de Wax Taylor, morceau sorti en 2007 sur l'album Hope and Sorrow. À l'époque, j'avais 8 ans, et le rituel de mon père, c'était de faire des compilations de plein de morceaux pour passer ça dans la voiture quand on allait en vacances. Je passais le voyage à m'inventer des histoires en rapport avec chaque morceau. J'ai écouté To Dry Up pour la première fois dans ce contexte, et cette musique m'inquiétait. Je m'imaginais un lieu hanté et mystérieux, avec des fantômes et des ombres cauchemardesques. Par la suite, j'ai redécouvert Wax Taylor adolescent, et j'aime toujours beaucoup, mais ce morceau reste ancré dans ma mémoire comme la BO de mes films d'horreur d'enfant. Wax Taylor jouera au 106 pour les 15 ans, le 28 septembre. À cette occasion, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec lui pour lui parler du 106, de son évolution en tant qu'artiste et de l'évolution de la manière qu'on a de fabriquer de la musique aujourd'hui. Bonjour Wax Taylor, j'espère que vous allez bien. On s'appelle aujourd'hui pour parler de l'anniversaire des 15 ans du 106, événement important de la scène rouennaise auquel vous participez. La première question que j'aimerais vous poser concerne votre rapport au 106. Est-ce que cette structure a eu une importance dans votre vie artistique ? Alors, il y a deux portes d'entrée en fait à la question. Il y a le 106 et l'équipe du 106. Le 106, déjà en tant qu'équipement au niveau régional, c'était vital, urgent. C'était vraiment important qu'à un moment donné, on ait ce lieu en fait, pas seulement de diffusion, hein, mais aussi d'accompagnement, parce qu'il y a un vrai travail d'accompagnement qui est fait au 106. Alors là, pour le coup, moi, au moment où le 106 apparaît, je vais dire que c'est pas forcément, je suis peut-être pas le cœur de cible en fait en termes de nécessité, parce que c'est plus pour des groupes en devenir, des artistes émergents, et donc moi, j'avais pas forcément besoin de cet outil. Par contre, je pense que c'était bien déjà qu'il existe. Et puis moi, après, j'avais un rapport avec l'équipe, avec beaucoup de gens en fait qui font partie de l'équipe du 106, parce que évidemment, il y a eu, j'ai eu comment dire, la chance aussi de les côtoyer dans une première vie pour eux et pour moi en fait à l'abordage à Évreux. En tout cas pour Jean-Christophe Aplincourt, pour Thomas Vibron. Il se trouve qu'à l'accompagnement, il y a des gens comme Laurent Collat en fait, avec qui moi j'avais travaillé déjà il y a presque 30 ans maintenant. Donc voilà, c'est des gens avec qui j'ai une vraie histoire. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le 106, c'est pas seulement une salle de concert, c'est une structure qui a une mission par rapport aux artistes émergents, qui les aide à se développer. Et vous, maintenant, comment vous définiriez votre rapport à l'émergence ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Quel regard vous portez sur les nouveaux artistes et les artistes en développement ? Il y a là aussi, il y a plein de portes d'entrée pour répondre. J'ai envie de dire, les démos qui me viennent comme ça, c'est un peu passeur, bienveillant, dans le sens où, sans faire comment dire, le jurassique, je suis quand même évidemment. J'ai une porte d'entrée au moment où moi j'ai pu commencer en fait à travailler sur un projet. On était dans une époque qui a absolument rien à voir avec ce qui est aujourd'hui, et je pense que chaque époque en fait il y a des nouvelles problématiques qui se posent. C'est-à-dire que souvent il y a un résumé des gens, peut-être de ma génération, c'est-à-dire aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce que on peut mettre sa musique en ligne, enfin tous ces poncifs en fait qu'on connaît, mais en vrai ça lève plein d'autres questions, plein d'autres problématiques qui n'étaient pas celles de l'émergence des années 90 ou même des années 2000. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux enjeux, des nouvelles façons de procéder. Et donc je trouve que
à minima, ce que je peux faire, c'est voilà, c'est faire un peu témoignage d'expérience. Et puis peut-être quand on me le demande, ce qui arrive quand même assez fréquemment, c'est de donner des conseils. Voilà, c'est de donner des conseils en disant sur certaines questions, je pense que je suis pertinent à répondre parce que j'ai une expérience. Sur d'autres questions, je suis pas du tout pertinent parce que je pense qu'ils en savent plus que moi sur comment se débattre en fait aujourd'hui avec les nouveaux outils. Mais en tout cas, voilà, c'est des échanges d'expérience et de compétences. Et aussi, comme vous le disiez, vous avez commencé votre chemin artistique à une époque qui est différente de celle de maintenant. Et notamment, ce qui a changé, c'est que le réseau SMAC s'est développé partout en France. Et est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui a changé dans la manière dont la musique se développe et est-ce que, enfin, quel impact a eu le réseau SMAC sur le développement musical? Alors, là aussi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a plein de portes d'entrée, mais je dirais que tout a changé. Moi, j'ai commencé vraiment mes premières expériences musicales, c'était des expériences enfin, de semi-amateurs. C'était au début des années 90 et le réseau, c'était le réseau des MJC à l'époque, des maisons jeunesse et culture. Et il y avait quelque chose qui était très ancré, une culture rock qui venait des années 80. Où pour le coup, moi, je venais vraiment de la culture hip-hop. Et là, il y avait une confrontation, c'est-à-dire que c'était une époque aussi beaucoup de chapelles et de niches où en gros, c'était le rap contre le rock, la techno contre ça. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très très cloisonné, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Je pense que c'est même un peu l'opposé en fait de ce schéma-là. Et il y avait aussi un schéma qui était complètement construit sur la diffusion, c'est-à-dire que c'était des salles qui n'étaient pas là pour faire de l'accompagnement, qui étaient là pour faire de la diffusion. Et donc il y avait ce niveau-là qui était pas du tout pris en compte. Donc c'était la grosse problématique des années 90, c'était ça, c'était trouver des lieux de répétition, comment on pouvait s'organiser. À la fin des années 90, il y a commencé à avoir en fait des dispositifs qui ont été mis en place qui permettaient justement de pallier à ce problème de l'accompagnement, c'est-à-dire comment on passe du statut d'amateur à, si ce n'est professionnel, en tout cas à velléité à le devenir. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment considéré. Et dans le réseau des SMAC, c'est vrai avec le 106, c'est vrai avec plein de salles. Parce que moi, je fais des tournées partout. Voilà, on discute avec les responsables des salles, on voit un peu les équipements et on voit que l'accent est mis sur l'accompagnement. C'est vraiment peut-être le dossier le plus important, quoi. Autre chose qui, selon moi, peut avoir une importance sur comment on développe un projet musical, c'est d'où on vient. Vous venez de Vernon, ville de taille moyenne slash petite. Slash Euh, petite, ouais. ouais. Et c'était comment de se développer en tant qu'artiste en dehors d'une métropole ou d'une grande ville? Hérésiaque. C'est, je pense que c'est quelque chose. Alors, je vais pas faire une longue diatribe sur la question mais il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui, mais pas complètement. C'est-à-dire que enfin ça c'est ma lecture. Après peut-être que quelqu'un aura une vision différente, mais en gros, la problématique qu'on avait, c'est que forcément, moi, en plus, dans la culture hip-hop, on avait un raccourci, donc c'était d'aller voir. Moi, je me suis rapproché de Mantes-la-Jolie. J'ai travaillé en radio à Radio Identité à l'époque à Mantes-la-Jolie, donc fait le maximum de connexions et tout de suite le prisme, c'était d'aller à Paris. C'est-à-dire qu'on savait très très bien qu'on pouvait rien faire, rien espérer en restant sur une petite ville. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des problématiques qui sont un petit peu différentes, mais pas complètement. C'est-à-dire que plus qu'une question de petite ville, il y a aussi des histoires de réseau, et c'est quelque chose qui perdure pour moi. C'est-à-dire que sans faire sans faire le Bourdieu de la musique, il y a quand même quelque chose qui tient aussi en fait à oui, le réseau social, culturel, socioculturel, tout ce qui fera toujours en fait une différence. C'est-à-dire que être fils d'ouvrier à Saint-Étienne ou avoir grandi dans un beau quartier du 16e ou de Versailles, ça a quand même une grosse incidence sur le champ des possibles et la façon d'ouvrir des portes en fait dans la musique. Et ça, aujourd'hui, même avec tous les outils, même avec tout ce qu'on peut avoir, je dis pas que c'est peut-être, il y a peut-être plus de possibilités, mais c'est pas complètement réglé, quoi. Mais en tout cas, oui, habiter dans une petite ville comme Vernon, c'était pas avoir tous les atouts en fait pour avoir la visibilité sur un projet, ça c'est sûr. Oui, et c'est vrai que, disons que la prochaine question que je voulais vous poser, c'était si votre rapport à la ruralité et aux petites villes a évolué. Vous y avez déjà un petit peu répondu sur le fait que vous ayez l'impression que ça n'a pas
temps changé malgré peut-être des nouveaux outils. Et justement, c'était là où je voulais en venir après aussi. C'est qu'avec l'arrivée et la démocratisation des plateformes de streaming, ça a pas mal changé la manière dont on aborde la musique et la manière dont on construit son éducation musicale. Est-ce que vous pensez que cette hyper-accessibilité de la musique maintenant, grâce aux plateformes, met plus les gens sur un pied d'égalité, notamment dans les zones moins denses, ou pas? Et en tout cas, qu'est-ce que ça a changé selon vous par rapport à ces zones moins denses? Alors, d'abord, j'ai pas prétention à avoir une analyse qui vaut parole de loi sur la question, mais en- moi, ce que je dirais de façon plus empirique, c'est que le, les plateformes aujourd'hui, c'est une opportunité d'accessibilité infinie en fait à la musique, c'est vrai, donc ça offre des possibilités. Donc je pense que en marge, c'est vraiment une grosse opportunité pour des gens curieux. En substance. C'est-à-dire que je pense que ça change pas viscéralement. J'avais vu une étude il y a quelques mois, quelques années peut-être maintenant, qui était assez affolante. En fait, c'était sur Spotify, mais ça revient un petit peu au prisme des plateformes, qui disait que 80 ou 85% des écoutes se faisaient sur 1000 titres. Enfin, je me rappelle plus exactement je me trompe peut-être sur les chiffres, mais ça donne l'assiette en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'infini qui est à portée de main, mais c'est pas pour autant qu'on va ouvrir toutes les portes. Et c'est un peu comme rentrer dans une grande bibliothèque sans avoir de bibliothécaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut encore savoir où aller taper. Mais donc, je pense pas que ça règle tout. Je pense qu'on a même un rapport à la musique qui est différent. C'est-à-dire que moi, dans les années 90, il y avait quelque chose de l'ordre de la mission pour aller obtenir un disque. Donc forcément, c'était plus compliqué. Par contre, il y avait une connaissance plus empirique, plus profonde d'un disque, parce que forcément, on était obligé de le poncer, de vraiment de se dire, voilà, moi je sais que j'ai des disques de chevet où je vais être capable de dire qui a fait la pochette, qui a fait le mix, qui était assistant, qui était ceci, cela. Je pense pas que ce soit des données qui soient aussi, comment dire, approfondies aujourd'hui, mais c'est normal parce que par opposition, il y a beaucoup plus de contenu. Et c'est peut-être l'enjeu aujourd'hui, c'est toute la problématique, c'est qu'on est dans une surconsommation, dans une surexposition, et on est tous les jours confronté à tellement de contenu que les enjeux pour les jeunes artistes, c'est peut-être ça aujourd'hui aussi, c'est de se dire comment exister dans un énorme océan de contenu. Et ça, c'est ce qui fait aussi la différence avec l'époque d'avant, on va dire. Et les plateformes ont aussi fait évoluer la manière dont on sort de la musique. C'est-à-dire que maintenant, les titres courts et formats courts, comme les singles ou les EP, sont favorisés par rapport à des albums. Est-ce que vous ressentez cette différence? Et comment vous abordez cette problématique-là? Et est-ce que c'est un problème pour vous, déjà? C'est pas un problème, c'est une question. Je pense qu'il faut toujours avoir la mémoire du temps long. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui vont dire, voilà, il y a un nouveau paradigme parce qu'aujourd'hui, avec cette consommation, c'est la disparition des albums, alors que on a toujours été dans cette logique des albums, ce qui est pas vrai. C'est pour ça que je parle du temps long, c'est-à-dire que on va dire que l'apogée de l'émergence vraiment des albums, dans le sens où moi je l'entends, c'est peut-être plus la fin des années 60, les années 70, où là il y avait une grande liberté avec des albums conceptuels et des choses qui faisaient sens. Après, ce que je veux dire par là, c'est que entre un album des Pink Floyd extrêmement conceptuel et un album de Pascal Obispo avec 12 plages qui ressemblent juste à des tubes pour les radios, c'est pas la même démarche. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, j'ai rien, c'est pas pour bitcher sur Pascal Obispo ou Florent Pagny, on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des albums, en vrai, c'est pas des albums, c'est des gens qui font enfin, il y a des artistes qui vont avoir fait des compilations, voilà. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que c'est pas des albums qui sont vraiment pensés. Donc pour eux, c'est pas vraiment un problème en fait. C'est presque une opportunité de continuer de sortir des titres qui vont être mis en avant. Et c'est vrai, je donne des exemples un peu vieux, mais ça serait vrai sûrement pour plein d'artistes émergents aujourd'hui en variété ou en mainstream. Après, pour des gens qui ont plus un rapport affectif avec l'album, c'est, comme je disais, c'est pas un problème, c'est une question. C'est-à-dire que on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué parce que aussi, on peut se dire, il y a toujours un petit peu de voix en soi. C'est-à-dire que il y a ce côté de, moi, je vais faire un album et je vais me dire, je voudrais vraiment que les gens en fait aient une écoute approfondie de l'album, qui donne du temps pour l'écouter. Et puis je renverse la vapeur et je me dis, mais moi, en tant qu'auditeur lambda du vendredi, est-ce que je le prends ce temps sur les albums aujourd'hui? Est-ce que j'ai la même écoute aujourd'hui qu'il y a 25 ans? Non.
ça serait vraiment hypocrite de dire que je continue d'avoir la même. Et ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que malheureusement, il faut faire avec le paradigme, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de contenu, on est tous complètement submergés, et c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut accepter les règles bêtement en disant, voilà, c'est comme ça, il faut accepter? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est essayer d'être malin, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment on peut le défendre au mieux. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus se flageller en se disant, je sais pas, je veux faire un album concept, donc je vais le mettre en ligne à 3 heures du matin et je le ressortirai à 5 heures parce que je vois des fois des expériences un peu comme ça avec des gens qui font des trucs un peu extrêmes. Et je me dis, bon, c'est complètement ridicule. L'objectif pour moi, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes qui peuvent être touchées par ce genre de musique y aient accès. Et avec les questions qui vont être comment on va réussir à les toucher. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles questions qui se posent, quoi. Ça, c'est certain. Et par rapport à ces nouvelles questions qui se posent et par rapport à votre travail, vous êtes quand même, j'ai l'impression, en tant qu'artiste attaché au format album. Donc, comment vous travaillez maintenant avec tous les enjeux qu'on vient de citer et toutes les questions qu'on vient de poser? Comment on raconte une histoire en 10 titres ou plus avec un album et voilà, comment on travaille sur un format comme un album aujourd'hui? En tout cas, vous, comment vous travaillez dessus? En fait, je me pose la question à l'envers. C'est-à-dire que comment on fait pour faire un album avec, je sais pas moi, une douzaine de titres et raconter quelque chose, comme on l'a toujours fait. C'est-à-dire que, en tout cas pour ceux qui sont concernés par ce type de format, moi, c'est souvent un point de départ. C'est-à-dire que je me dis souvent, bon, je suis pas sûr d'avoir enfin, un album en tête. Et puis un beau matin, je commence à avoir une idée, une deuxième idée. J'ai un titre en tête. C'est souvent comme ça que ça part. J'ai un titre en tête, non pas pour un titre, mais pour un album. Et je vais commencer à construire en fait un imaginaire autour de ça. C'est-à-dire que ça me donne une ligne directrice et je commence à construire. Donc quand je dis que la question elle est à l'envers, c'est plus ok, alors comment je vais continuer de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire des albums qui racontent quelque chose, dans une époque où l'injonction, c'est plus de sortir des singles de façon régulière. Et il n'y a pas de solution miracle. Je peux dire, par exemple, sur mon dernier album, je m'étais dit que j'avais déjà une idée en tête, donc je savais où j'allais le faire, comment j'allais le faire, pardon, et je me suis dit, je vais commencer à égrener des singles dès que je les aurai pour essayer de comment dire d'associer les deux injonctions, c'est-à-dire mon envie personnelle de faire un album et l'injonction un peu de sortir des singles. Mais c'est pas si simple, c'est-à-dire je me suis rendu compte à mi-chemin que j'y arrivais pas. C'est-à-dire que je me suis dit j'ai sorti, je me rappelle quelque chose comme 4 titres et puis je me suis dit j'arrête, je me remets en studio et je finis ce disque parce que il y a un moment donné ça devient je vais perdre le fil. Voilà, j'avais l'impression de perdre le fil. Donc c'est entre soi, quoi. C'est-à-dire que peut-être que ça reste des vraies questions. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train de travailler en me disant, je pense que j'ai envie de refaire un disque. Je suis pas sûr. Après, encore une fois, l'évolution des choses et tout, avec l'IA qui arrive, avec tout ce qui vient, je me dis, bon, est-ce qu'on va continuer de maintenir cette ligne? Je suis pas si sûr non plus. Mais encore une fois, on trouvera peut-être d'autres façons de faire. Et enfin, pour conclure cette interview, comment pensez-vous que vous commenceriez aujourd'hui? Avec tout ce qu'on vient d'évoquer sur l'évolution de la musique, les nouveaux artistes en développement, etc. Si vous deviez repartir de zéro aujourd'hui, vous vous y prendriez comment pour démarrer une carrière musicale? J'en ai pas la moindre idée, vraiment en totale humilité là-dessus parce que c'est beaucoup trop facile. Là aussi, j'entends de temps en temps des gens qui ont des solutions toutes faites à tout. C'est un peu comme c'est le mal de l'époque, c'est les donneurs de leçons de réseau qui expliquent comment faire. Enfin, c'est totalement pathétique. Moi, je sais que si je devais donner un seul conseil, ça serait d'arrêter d'écouter les gens qui donnent des conseils parce que c'est quand même terrible. Ce que je veux dire par là, c'est que l'époque, en fait, elle implique des réponses. Moi, il y a des choses que je me sentirais pas capable de faire. Quand je vois des jeunes artistes qui sortent aujourd'hui, je les vois avec des fois des méthodes et il y a des choses, je me dis, waouh, moi, je ferais pas ça. Et en fait, quand je m'entends dire je ferais pas ça, je me dis, non, c'est toi à 50 ans qui ferais pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais 20 ans, tu le ferais? Peut-être, parce que l'impératif et l'envie de faire vivre ta musique
elle prendrait sûrement le pas sur plein de choses. Donc c'est très difficile pour moi, honnêtement, parce que je suis hors champ. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire, c'est ce que moi j'ai pu faire dans une époque donnée. C'est-à-dire que quand j'ai monté mon label en 98, on était dans une époque où la prime, elle était à la sueur, on va dire. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait faire, c'était répondre en fait à des possibilités en fait, voilà, de physique, c'est-à-dire d'économiser, de sortir un disque, d'aller le distribuer soi-même, toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de complètement différent, donc ça appelle des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, et j'avoue que je sais pas du tout comment. J'ai l'impression que j'ai plein de choses que je me sentirais pas capable de faire, mais encore une fois, c'est moi aujourd'hui, donc c'est très difficile de se projeter. Merci beaucoup, Wax Tyler, pour cette interview. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous et j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un plaisir. Vous jouez au 106 le vendredi 28 novembre pour les 15 ans du 106 et j'ai hâte de vous y voir. Merci encore. Un plaisir. Merci encore à Wax Tyler d'avoir répondu à mes questions. Nous enchaînons tout de suite avec un morceau, Molécule de Zoé, aka Le Z. C'est quelque chose que je vois dans mes yeux. Dans le miroir, je me sens comme fixé par quelqu'un d'autre. Ça me fait du mal, mais ça me rassure un peu. Jusqu'ici, je baissais le regard, même en croisant mon reflet dans une flaque d'eau. La seule personne à qui je m'ouvre a son nom sur une plaque d'or. Ça fait de moi quelqu'un qui souffre, mais un jour peut-être quelqu'un qui s'en sort. Je préfère faire partie de ceux qui doutent que de ceux qui se mentiront jusqu'à la mort. Dire tout ça, ça me coûte, mais ça m'aidera à m'endormir. J'ai pas commencé le rap par passion, mais par instinct de survie. Depuis je reviens toujours sur les mêmes choses, donc je viens avec mes textes en thérapie. J'ai les choses accrochées au pied du mur, le harnais au bord du gouffre. J'ai fait peu de choix avec mesure, donc j'ai plus beaucoup de potes qui m'entourent. Les proches qui veulent que tu trouves le bonheur, ça met une pression qui étouffe. Ils s'occupent du tien pour fuir le leur, c'est la seule chose que ça prouve. Je crois que ça les rassure, d'avoir quelqu'un qui va moins bien qu'eux. Et je sens que ça les frustre, que j'ai pas besoin d'eux. Donc ils appuient sur la crêpe pour être sûr que je suis bien en train de crever. Comme cette personne qui nous demande si ça va quand on se retient de pleurer. Comme quand tu te maquilles pendant des heures et qu'on te dit que t'as l'air un peu fatigué. Comme quand tu prends un verre parce que t'es de bonne humeur et que tu vois leur regard genre pas rassuré. Oh, fuck. Tout ça je peux pas l'assumer. Tout ça, je peux pas. Je peux pas. C'est quelque chose que je vois dans mes yeux. Dans le miroir je me sens comme fixé par quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est ce qui m'arrive de mieux. Je veux rien garder de ce que j'étais ado. Ni les gens, ni les drames qui m'ont laissé KO. Ni les armes qui m'ont rendu paro. Ni les hommes qui m'ont laissé pour morte. Qui m'ont d'après eux harcelé par amour. Que 10 ans sont arrivés là c'était de ma faute. Que j'avais pas le droit d'en aimer un autre. Et tous mes potes qui ont défendu ces actes en me disant tu l'aides pas à passer à autre chose. Je veux plus qu'on me plaigne, je veux qu'on me craigne. Plus ça m'atteigne quand on me traite. Je me sens bien mieux quand je perds le nord. Donc je veux plus qu'on me trouve, plus qu'on me cherche. Pour moi ils me poussent, pour eux ils me bercent. Pour eux ils me conseillent, pour moi ils me bernent. Tous ceux que j'ai aimés m'ont fait du mal. Donc je veux plus qu'on me touche, plus qu'on me blesse. Je veux plus qu'on me cache, plus qu'on me taise, hein. Et je balancerai tout sur la scène jusqu'à ce que ça ait guéri mes plaies. Je descendrai que si on me vidait les veines. Je descendrai qu'on me fera plus pleurer mes peines. Et qu'on me fera danser mes textes. Qu'on aura pourri ce qui reste de mon passé jusqu'à la dernière miette. Je commence à passer à autre chose, mais je sens qu'à tout moment ça peut réapparaître. Je sens dans mon dos comme il me tire les renoms de coups de poignard qu'on m'a mis en traite. Ouais, puis je suis parano comme un crédit, mais c'est pas plus mal vu la race humaine. J'ai déjà trouvé mon paradis, retrouvé ma mère. Je commence à passer à autre chose, mais je sens qu'à tout moment ça peut réapparaître. Je sens dans mon dos comme il tire les renoms de coups de poignard qu'on m'a mis en traite. Ouais, puis je suis parano comme un crédit, mais c'est pas plus mal vu la race humaine. J'ai déjà trouvé mon paradis, retrouvé ma mère. Sans la voir pleurer. Le Z fait du pop-rap alternatif. Elle collabore avec Rain 99 et Too Soon régulièrement et s'inspire d'autres artistes divers et variés. Ainsi, elle explore différents styles de rap et ne se limite pas à une seule recette. Son écriture vient du théâtre et du cinéma et est donc très imagée.
Les histoires qu'elle raconte sont souvent centrées sur elle et ses expériences, sur sa vision du monde. Déjà 2 EP à son actif, Fête Noire et Billion Polaire, sortis respectivement en 2023 et 2024. Elle prépare de nouvelles sorties et on sait déjà qu'un nouveau morceau sortira le 13 décembre prochain car elle participe à la compile Indigophobie organisée par le label Bloody Drop Records. Je vous en parlerai plus en détail le mois prochain. En tout cas, elle jouera sur la scène du 106 le 29 novembre et j'ai hâte de l'y voir. On continue avec un morceau de Cerveau, Day and Night Monsters. Vous venez d'écouter Day Night Monster, titre phare du 3e album de Cerveau, Monsters, sorti en 2023.
Le très beau clip qui accompagne ce morceau est signé Clotilde et Vide. Cerveau, c'est un duo de Rouen qui font un genre de post-punk noise sombre et blindé de fuzz et de reverb. Après avoir tourné pas mal, on a pu les voir notamment à Dour et Beauregard cette année, ils reviennent à Rouen pour jouer aux 15 ans du 106. Aux amateurs de live intenses et chargés, je vous invite à aller les voir là-bas. Mais d'abord, j'aimerais vous faire écouter le super morceau Party in My Head de Voodoo May. There's a party in my head that keeps on going on. There's a party in my head that keeps repeating itself. I can't get out. But darling, I don't wanna be here no more. I played that game, I checked all the scores. I don't wanna stay here, I'd rather be home watching some stupid TV show. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. There's a party in my head that keeps on going on. There's a party in my head that keeps repeating itself. I can't get out. Why am I here? None of you know me. Are you my friend? Why am I trying? With people who don't care about my well-being. Am I okay? I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. No more. Vous venez d'écouter Party in My Head de Voodoo May. Ce titre est sorti en 2024 dans l'EP Witches. Suivie par différentes structures de la région, elle travaille avec Noémie sur ses prochains projets et ses prochains concerts. Sa musique électro-soul-rock aborde des sujets importants, des sujets qui la touchent directement, comme le féminisme ou l'antiracisme. Je vous invite à suivre cette artiste engagée et à vous tenir au courant de ses projets futurs. On change d'esthétique avec No Terror in the Bang et leur son Monster. Oh, once upon a day, I saw the monster in the city. My heart beat faster when you looked at me. Well, I just ran away. And then I started praying to a God I do not believe in since few years. And then I found a shelter where I wiped my pain. Petrified, I stopped breathing, so afraid, and I hate that the anxieties came back.
And so as a crisis star, I'm more violent and so awful than anything in my whole existence. Violent nightmares waking me up all night. This is a skin that I wear so tight, that we're holding my mind through the era when I embrace the claws of the monsters. Being the butcher, annihilating them and cut them off the guts much deeper. Strike them by this terrible feeling. Vous venez d'écouter le morceau Monster de No Terror in the Bang, titre tiré de leur deuxième album, Heal, sorti en 2024. 3 ans après leur premier album, Éclosion, Heal nous raconte une histoire.
Ce groupe mêle plusieurs influences pour nous donner ce métal ouvert, mélodique, bien sûr agressif, mais avec comme priorité la narration et l'immersion dans leur univers. Sur scène le 29 novembre également, je vous invite bien sûr à aller les voir. Un autre groupe rouennais qui s'est fait une petite place dans le milieu plutôt pop-punk, c'est Die Crap. Voici leur morceau « ACAB ». There is sand left in my shoes. I'm still waiting for nothing. My knees are still bleeding. I'm losing the taste of those days. This is the end of the holidays. Pretty sure we've seen better days. Hey, see, hey, teenagers are far behind, but you don't wanna grow up. I just don't see me just you, and you just want to have fun. This is the end of the holidays. Pretty sure we've seen better days. Hey, see, hey, Vous venez d'écouter ACAB, Adults Can't Avoid Birthday, de Die Crap. Ce morceau est tiré de leur deuxième album sorti en 2023, Life is Unfair. Pop, punk, garage, leur style est à la fois nostalgique et joyeux, et leur musique donne envie de faire le con. Ils jouent aujourd'hui au festival Nos Rêves font du bruit à Troyes, et ils rentreront en Normandie pour souhaiter un joyeux anniversaire au 106. Le prochain morceau que je vais vous passer clôturera cette émission, c'est Landscape de Louise Charbonnel, titre sorti le mois dernier accompagnant le single Solitude. Louise Charbonnel, c'est une artiste rouennaise qui a commencé la musique il y a bien longtemps. Après avoir tourné avec le spectacle Starmania, elle s'est lancée dans son projet solo et propose une musique nouvelle, originale et riche. Sélectionnée aux Inuits du Printemps de Bourges, elle sort son premier single Skin en mars dernier et continue à travailler sur son projet pour le faire grandir. Après plusieurs concerts en France, elle sera à Rouen pour les 15 ans du 106, le 28 novembre. Avant de vous laisser sur le morceau de Louise Charbonnel, j'aimerais remercier encore une fois Wax Taylor, ainsi que Nicolas et Marianne de Radio HDR. Un merci aussi un peu spécial à Antoine du 106 qui m'a aidé à concocter cette émission. Les 15 ans du 106, c'est les 28 et 29 novembre, c'est gratuit, et il reste peu de place. Je vous invite à y aller, en tout cas, moi j'y serai. Merci de m'avoir écouté, c'était Willow pour l'émission L'Aiguille. On se laisse sur le morceau Landscape de Louise Charbonnel, sorti il y a peu. Je vous conseille de suivre cet artiste de près. À bientôt. I'll be older soon. All of my summer spent inside my hands with shadows and rivers. My older winter turns will and grows through my eyes.
harvested will grow a bottle. L'Aiguille, Radio HDR. L'émission de musique actuelle normande.